Bonjour à tous et bienvenue dans Talent et Carrière, votre émission dédiée au monde du travail. Cette semaine au programme, handicap et emploi, comment se diriger vers une inclusion réelle en entreprise et quelles sont les innovations. C'est la thématique que nous allons aborder avec nos invités de la semaine et nous finirons par une chronique de Kevin Boucharet. Avec moi, 3 superbes invités pour parler de ce sujet brûlant. Laurent Sablérol, vous êtes président du groupe 10LS et fondateur de Just Play. Virginie Dubos, vous êtes conférencière résilience et hôte du podcast Dialogue. Christian Pansard, vous êtes directeur de la mission handicap au groupe Accor. Messieurs, dames, bonjour. 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 Et merci de venir sur ce plateau pour parler effectivement de ce sujet, du handicap, de l'emploi, de l'inclusion, mais surtout aussi de l'innovation, de l'avenir. Comment est-ce qu'on va se projeter dans les prochaines années? Alors Virginie, selon vous, quelles sont les innovations justement récentes qui facilitent l'intégration des personnes handicapées? Qu'est-ce que vous avez vu un petit peu ce qui se passe en France, peut-être même ailleurs, et que vous trouvez absolument génial? Alors en fait, côté innovation, moi j'ai parlé peut-être innovation technologique, et je vais faire en 2 temps. Je pense dans la vie au quotidien et ensuite dans l'entreprise. Et je trouve que dans le quotidien, depuis quelques années, il y a notamment des startups françaises qui ont développé un exosquelette de marche, de rééducation et aussi un exosquelette personnel pour pouvoir gagner en autonomie dans son quotidien et dans la rue. On a aussi par exemple des prothèses pour les personnes amputées qui ont par exemple un moteur au niveau du genou, donc ça permet de garder évidemment une autonomie. Et récemment, moi, j'ai collaboré avec une marque de luxe de beauté qui permet en fait de tenir un rouge à lèvres avec un outil qui est comme un stabilisateur de téléphone, avec une intelligence artificielle qui permet de se maquiller. D'accord. Voilà, des petites choses qui facilitent le quotidien. Et côté professionnel, on a aussi des objets typiquement qui intègrent une IA et qui permettent, donc ce qui facilite beaucoup en entreprise, d'enregistrer une communication, que ce soit pour faire un compte-rendu, une réunion, etc., et d'avoir une synthèse. D'accord. Donc ça, c'est vraiment gain de temps, et d'ailleurs pour tout le monde, hein, c'est ça. Christian, justement, dans l'hôtellerie, alors il y a aussi des innovations. Hein, vous êtes d'ailleurs le groupe Accor, l'un des plus innovants en la matière. Aussi bien pour les salariés, vous avez fait des choses assez novatrices, mais aussi dans l'expérience client. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que vous faites avec vos clients et pour vos clients surtout? Très bien. Donc avec l'opportunité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'était un accélérateur pour mettre un plan handicap en place en plusieurs points. C'est la formation, former toutes les équipes. Là, le côté novateur aussi, c'est impliquer des collaborateurs encore en situation de handicap pour faire des parcours clients pour différentes situations de handicap. Et c'est très opérationnel et ça parle beaucoup aux hôtels et aux équipes. Le deuxième point, c'est la certification des hôtels, la labellisation des hôtels avec le label Tourisme et Handicap. Là, ça permet de savoir exactement où on en est pour pouvoir progresser. Et le troisième point, c'est mettre en place des solutions innovantes. Et par rapport à ça, c'est de permettre aux clients d'avoir une meilleure autonomie dans les hôtels et de bénéficier des mêmes services que tous les clients. Et il y a des nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, par exemple des GPS internes pour se déplacer à l'intérieur de l'hôtel, qui permet aux personnes déficientes visuelles donc d'aller directement devant leur chambre, d'aller au restaurant, d'aller au fitness. Voilà, mais ça bénéficie aussi à tous les clients, puisque c'est à la fois oral et visuel. Et des fois, les hôtels sont un peu complexes et ça permet de se repérer aussi pour les clients. L'intelligence artificielle avec des solutions qui permettent aussi, la première c'était avec Evoluti, avec Orion, de détecter les objets sur le dernier mètre. Par exemple, dans une chambre d'hôtel, se dire, on parcourt avec son smartphone et cette application et qui va détecter la machine à café, disant, voilà, il y a 2 mètres devant vous, il y a 2 boutons pour allumer la machine à café. Le thermostat, là, il est sur 20 degrés, il y a 2 boutons pour augmenter et diminuer la température. Le shampoing, la douche aussi, c'est des choses très pratiques pour où trouver un objet dans la chambre, etc. Plein de solutions comme ça qui permettent donc de faire avancer les choses. Laurent, vous êtes, j'ai envie de dire aussi, multipotentiel, multifacteur. Vous travaillez dans plein de domaines différents. On va parler de Just Play quand même, qui est donc votre produit phare aujourd'hui. Mais vous avez été aussi dans l'hôtellerie, vous l'êtes toujours, vous êtes dans plusieurs domaines. Selon vous, comment les entreprises elles peuvent un peu dépasser la logique du quota pour faire une vraie inclusion dans l'entreprise? En fait, ce qui est simple, c'est que c'est oublier le quota.
c'est oublier le quota et c'est considérer l'inclusion comme une partie propre de l'entreprise et pas faire la différence. Donc moi je parlerai de différenciation, j'y compte pas. Nous on a des cas concrets dans mon groupe où on a employé des gens de la déficience visuelle, puisque j'en ferai tout à l'heure part par rapport au projet que j'ai de Just Play où je suis très attaché à la déficience visuelle. Donc j'ai un ambassadeur auquel je tiens beaucoup qui s'appelle Ivan Wonji, qui est une star du CC Foot et qui est hautement renommé. Et en fait, il est considéré par tout mon personnel, par toute mon équipe, comme une personne normale. Et en fait, on ne fait pas de différenciation. Et par le seul fait de dire il n'y a pas de différenciation, mais forcément, l'intégration est beaucoup plus facile. Voilà. Et donc, j'ai une anecdote, pour faire rapide, j'ai une anecdote, c'est pendant les JO, vous parliez Christian tout à l'heure de tout cet événement JO, JOP, et donc Yvan, blessé des JO, le pauvre des JOP, continue à être le référent du CC Foot, fait des conférences de presse, nos bureaux à Paris étant fermés, il a œuvré tout seul, il est arrivé, il habite à Bondy, il a fait 1h30 de transport, il est arrivé seul au bureau, il a ouvert seul les bureaux, où on a des bureaux au 4e étage, il a fait sa conférence de presse, il a fait ses interviews, il a refermé, il a remis la clé à l'endroit et il est reparti chez lui. Il faut imaginer qu'il est déficient visuel, d'accord, depuis l'âge de 9 ans et qu'il a œuvré tout seul. Alors tout le monde me dit « Ah mais c'est formidable, il a œuvré ». Non mais il s'est quand même fait engueuler. Ah et pourquoi vous l'avez engueulé? Je l'ai engueulé parce que il a mis le bazar avec le canapé, il y avait des coussins partout, il n'a pas remis les coussins à sa place, etc. etc. C'est pas pour donner l'anecdote de dire qu'il n'a pas mis les coussins à sa place, c'est pour dire que je ne le différencie pas de l'autre. Et la petite anecdote d'aujourd'hui, c'est que quand il s'assied sur un canapé, dans les bureaux, il remet les coussins à sa place. Tout ça pour dire que je le considère comme une personne normale, intégrée pleinement à la vie de l'entreprise. Voilà, de pas faire finalement de distinction et d'avoir des privilèges finalement parce que... Et c'est comme ça que vous les rendez plus forts et que vous les rendez indépendants et que vous les rendez libres et qu'eux-mêmes, par eux-mêmes, ils vont se mettre à déléguer eux-mêmes dans leurs fonctions. Virginie, vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement. Et je trouve que justement, pour aller au-delà des quotas, il faut vraiment voir la personne en situation de handicap comme vecteur de performance et de compétences et de richesse humaine, parce que c'est vrai que quelle que soit la différence, que ce soit le genre, les origines, l'âge, etc., c'est une vraie richesse d'avoir une équipe complémentaire. Et en entreprise, justement, quand on embauche quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est quelqu'un qui aura forgé des nouvelles compétences dues à son quotidien et aux obstacles que certainement les autres collaborateurs n'auraient pas, auxquels les autres collaborateurs n'auraient pas été confrontés. Et qui ont, je pense qu'on a vraiment une capacité d'adaptation assez forte vu le quotidien qui est parfois challengé. Côté recrutement, il y a aussi de l'innovation. Oui, alors c'est pas forcément le mot innovation, c'est aussi faire les choses, aussi oser. Et voilà, on avait ce point commun puisqu'on a notre star du CC Foot aussi qui travaille à l'accueil d'un hôtel, Hakim Areski, qui est extraordinaire. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il va changer aussi donc, auprès des clients qui ont été accueillis par une personne non-voyante et donc médaillée d'or aux Jeux paralympiques de CC Foot, mais également tout ce qui peut changer sur la façon de travailler de ses collègues aussi, qui sont fiers voilà, et qui au départ n'osaient pas, etc., mais avec l'intégration, etc., maintenant, c'est comme tout le monde, c'est un extraterrestre aussi, qui est une personne extraordinaire. Après, les autres innovations, c'est aussi pour Accor, c'est participer à des dispositifs qu'on met en place de façon plus globale au niveau du groupe. Je pense à un partenariat que l'on a avec Handiwork qui permet de créer des passerelles entre le secteur dit protégé et les hôtels, donc le secteur dit milieu ordinaire. Donc on voit bien de par les noms que c'est deux secteurs qui fonctionnent de façon parallèle, séparée, etc. Et nous, on crée des passerelles. C'est-à-dire que des personnes qui sont dans les ESAT, c'est-à-dire établissements de services d'accompagnement par le travail ou instituts médico-éducatifs, viennent passer une demi-journée donc dans l'hôtel, mais cela pendant 10 mois. Alors ça crée 4 personnes par hôtel et qui sont accompagnées par un formateur qui va valider leurs compétences sur tous les métiers de l'hôtellerie. Alors ça crée un lien très fort avec les collègues, etc., qui savent que cette demi-journée, ils vont recevoir les 4 personnes, leur apprendre leur métier, etc. Et ça donne beaucoup de sens, de valeur, de sens au travail pour les collaborateurs. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a 3 approches différentes. Il y a la partie dispositif qui est purement humain, mettre des dispositifs en place avec des stratégies finalement humaines. Il y a la partie technologique. Et puis, il y a la partie presque philosophique aussi de se dire au final, arrêtons de faire la distinction entre les handicapés et les autres. Et finalement, c'est peut-être surtout comme ça qu'on doit envisager les choses. Virginie, est-ce que vous avez des exemples inspirants d'entreprises inclusives que vous avez vues peut-être, je ne sais pas, ailleurs Alors, j'en ai quelques-unes. Ok. J'ai noté Decathlon, parce qu'en fait, Decathlon, ils développent des gammes
de sport qui sont co-créés avec des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est hyper important, c'est de ne pas faire les choses, on dit de rien faire sans nous, en fait. Donc c'est vraiment d'inclure les personnes concernées pour qu'il n'y ait pas d'absurdité et qu'on réponde à un vrai besoin. Oui, ça c'est quand même important parce que c'est vrai qu'on peut imaginer quelque chose pour le milieu du handicap sans handicapé. Ah mais tout le monde, c'est ce qu'ils font. Tout le monde ne le fait pas. Voilà. D'accord, c'est fou quand même. J'avais noté Accor sans savoir que Accor était là, que Christian était là aujourd'hui, qui déploie de l'accessibilité de ses hôtels et qui forme les équipes d'accueil à l'inclusivité. Donc ça c'est hyper important. Et j'avais noté aussi typiquement Microsoft qui recrute proactivement des talents en situation de handicap avec un programme dédié notamment sur l'autisme. Alors l'autisme, c'est vrai qu'on parlera ensuite du handicap invisible. Ouais. C'est vrai que j'ai invité Christian en dernière minute et vous voyez, vous avez été cité. Donc votre travail porte ses fruits visiblement, donc félicitations déjà pour ça. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a la partie du handicap visible, invisible, c'est encore un sujet dans un sujet. Hein, on va en parler tout à l'heure. Laurent, allons-y de Just Play, qui est quand même un complexe de plus de 28 000 m². Un peu plus. Aujourd'hui, on est. Alors, c'est un écosystème. Effectivement, oui. C'est un écosystème qui a démarré à 28 000 m² et qui aujourd'hui est à 75 000 m². Ah pardon, alors c'est beaucoup plus. Ça veut dire que. Mais en fait, ce qui me plaît dans tout ça, c'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est que. En fait, on a polarisé, on a fait fédérer, on a agrandi, parce que tout le monde s'est dit, mais c'est un lieu de destination et c'est là où les choses vont se passer. Juste une image, parce qu'elle est importante, c'est la dernière image des JO et JOP, c'est l'Arc de Triomphe, et c'est cette scène autour de l'Arc de Triomphe, où le président, qui décide ça 8 jours avant, d'honorer l'handicap et le valide. Et cette scène-là, elle est formidable parce que c'est enfin ça, le mélange de tous. C'est enfin ça, et moi qui prône ça depuis des années et qui avait même dit à Tony Estanguet, mais pourquoi vous n'essayez pas que la dernière semaine des JO soit à cheval avec la première semaine des JOP? Parce qu'il faut faire prendre conscience de tout ça. Et donc Just Play, c'est ça. Just Play, c'est un formidable incubateur. Un formidable écosystème. On a vu quelques images qui passaient à l'écran. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce que Christian dit, tout ce que Virginie a dit. On va retrouver dans un même lieu ce qu'on appelle le 50-50. C'est-à-dire que je n'ai pas mon quota handicap de dire « Oh là, j'ai une obligation de 20 ou 25% de handicap, donc je vais les mettre ». Non, moi j'ai obligé mes équipes, j'ai obligé toute ma stratégie de ce projet que 50% de mon projet soit dédié au monde de l'handicap. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne cloisonne pas, ça veut dire que je ne sectorise pas, et ça veut dire que dans un même étage d'un hébergement, ce que disait Christian, j'ai le monde de l'handicap et j'ai le monde du valide. Je rêve d'un monde où j'ai une équipe de CC-Foot qui va croiser des jeunes du tennis de table, du badminton, du handball, etc., du monde valide. Je veux que tout ça, ça soit dans un même écosystème de sport. Donc l'image globale, c'est un mélange de l'INSEP, c'est un mélange du village olympique, c'est un mélange de Clairefontaine et de Disneyland parce que le sport, c'est le sport pour tous. Il y a le sport professionnel, mais il y a le sport loisir, il y a le sport ludique, il y a le sport de la formation. Et surtout, ce qui est très important, c'est cette triangulaire sport, santé, entreprise. Ouais. Christian, selon vous, est-ce que les entreprises demain pourront arriver à un tel niveau d'inclusion? Alors, l'idéal, je pense que l'inclusion débute aussi au niveau de l'éducation. Si on est tous ensemble, donc on peut progresser ensemble. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des associations aussi qui accompagnent les jeunes dans les écoles, donc à découvrir donc les entreprises. Je pense à des associations comme Arpège, Tremplin Handicap, qui accompagnent les personnes pour pouvoir poursuivre leurs études. Je pense que quand on va sensibiliser aussi dans les écoles, on permet déjà de transmettre cela. Et quand les personnes en situation de handicap sont ensemble aussi au niveau de l'école, quand ils arrivent dans l'entreprise, la différence existe moins. Et donc, ils sont beaucoup plus sensibilisés au handicap. Voilà. Et je pense à une personne que j'ai recrutée aussi. On parle de nouvelles technologies et c'est tout ce parcours que j'ai pu faire puisque je l'ai rencontré par l'intermédiaire de l'une des associations dans son école spécialisée. Après, je l'ai retrouvé 1 an et demi plus tard sur un forum de recrutement dédié au handicap. Il me dit qu'il avait eu son diplôme, son bac. Et après, on a fait d'autres dispositifs comme le Duo Day aussi que l'on a fait ensemble. Et après, il m'a proposé, il a eu l'idée, l'année prochaine, c'est moi, je viens organiser le Duo Day avec moi. Et il l'a fait. Et puis, il a fait un super travail. Et on a continué un parcours ensemble puisque la difficulté aussi pour lui, c'était de poursuivre ses études. Il me disait, c'est trop compliqué. J'ai un ami qui est moins handicapé que moi, qui a dû abandonner.
Et donc, ce parcours qu'on a fait avec lui, en utilisant aussi les dispositifs, il y a les périodes de mise en situation en milieu professionnel qui permettent de tester un métier, il a les périodes opérationnelles à l'emploi qui existent, et là, il est en alternance avec moi, il a repris ses études, il a eu son diplôme récemment, donc un diplôme d'assistant comptable, et il poursuit là pour un niveau de diplôme, Bac+2, là pour être assistant aux ressources humaines. Et voilà, c'est tout, utiliser tous les dispositifs existants, parce qu'il y a de l'innovation, mais il y a également des choses à utiliser et à appliquer. Virginie? Oui. Justement, par rapport à ce qui est dit, par rapport au sport, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce milieu-là qui est vecteur finalement de plus d'inclusion? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est une utopie? Comment justement vous imaginez ça? Le sport comme vecteur d'inclusion, ça c'est sûr que j'y crois depuis le début. Je faisais énormément de sport avant mon accident et post-accident, ça a été les premières choses que j'ai voulu refaire. Donc Voilà. parce que tout simplement, on va parler du sport santé aussi. On parle beaucoup de ce qui va être rééducation. Quand on a un handicap, il faut penser à sa forme physique aussi parce qu'on vieillit différemment des personnes entre guillemets valides. Du sport aussi au niveau avec les jeux évidemment. Et on a besoin, nous, d'avoir une meilleure estime de soi, de montrer qu'on peut être compétent, performant, Oui. et qu'on peut arriver à faire des choses, même si on n'a pas les mêmes aptitudes que des personnes valides, par exemple. J'ai du mal avec ce mot valide. Les Bah personnes voilà, valides, les ça me met... Je suis d'accord avec toi, C'est mais très alors, difficile pour moi voilà. de me dire que je suis une personne valide et vous Mais êtes... Non, invalide, c'est complètement... Il faudrait changer le terme. Mais mais tu allons-y, vois, pardon. Voilà, tu vois ce que je veux dire, d'une personne qui n'a pas de handicap. Et on se dit, pourquoi pas, mais moi, je peux arriver à faire des choses différentes, mais en ayant justement du matériel adapté, qu'on soit justement dans une salle de sport inclusive. Et ça, c'est génial de pouvoir s'entraîner, performer et être stimulé et inspiré par des personnes qui n'ont pas de handicap, comme des personnes qui ont un handicap, et que tout le monde soit au même endroit. Et ça, je trouve ça Une belle hyper idée. chouette, ouais. Vous avez déjà une belle ambassadrice, Laurent. J'y compte bien. Donc le projet intègre des espaces, on a dit, à la fois de rééducation, de sport santé. On a parlé donc de ce modèle d'intégration qui est très fort. En quoi est-ce que justement, alors on s'imagine que, alors je ne vais pas parler des personnes handicapées en situation de handicap, on s'imagine très bien l'avantage qu'elles peuvent avoir. En quoi les personnes qui ne sont pas handicapées pourront peut-être y voir quelque chose d'intéressant, parce que peut-être que parfois on peut se dire, bon, c'est peut-être réservé justement aux personnes handicapées, c'est pas pour moi, et elles vont se dire, oui, le cliché, on va rentrer dans le cliché. Comment on retire ce cliché? Justement, c'est que je pense que je pousse des codes, hein, on va beaucoup gêner, on va beaucoup heurter, parce qu'on est quand même dans ce monde très hypocrite, dans lequel il faut savoir dire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai poussé beaucoup de codes, et en fait, je rebondirai sur ce que vient de dire Virginie. Moi, je parlais de santé mentale. Bien. Et la santé mentale, celle-là, elle est importante. Parce qu'au-delà de la santé physique, au-delà de la santé psychique, la santé mentale, c'est celle qui va permettre de faire un et un seul. C'est-à-dire que l'union, nous on a des logos assez forts, c'est tous unis par le sport, parce que le sport est vecteur de tout, c'est-à-dire que ce sport est le point de départ. Virginie, après son accident, de suite, sa première idée, sa première réflexion, c'est je dois me remettre sur l'effort physique, parce que ça va certainement rééquilibrer ma santé mentale, et ça va me redonner quelque part une pêche pour que je puisse quelque part ayant envie de rebondir. Just Play, c'est ça. Just Play, c'est nous partageons la santé mentale et on s'apporte les uns les autres. Et je suis persuadé que par le monde de l'handicap, même si vous ne voulez pas qu'on appelle le reste le monde valide, mais on va appeler ça les autres, d'accord. Voilà. Et les autres, d'accord, vont beaucoup s'apporter. Oui. Beaucoup s'apporter. Vous savez, moi, j'ai été un ancien footeux dans le monde professionnel et je n'ai pas certainement fait grande carrière parce que je n'avais pas la santé psychologique, d'accord, le psychologique pour pouvoir. Mais je suis persuadé que des gens, et notamment dans le CSI Foot, savent vous apporter du psychologique que certains professionnels du foot n'ont pas. Et ça, je crois beaucoup à cette union, à cet écosystème, cet incubateur de mélange des gens qui n'a jamais été fait et qu'il faut oser faire.
Ce sera quand le projet? Ça sera espoir, si tout va bien, je touche du bois comme tout le monde. C'est une ouverture en 2027 parce que je veux préparer les athlètes de JOP pour 2028 à Los Angeles. J'ai déjà pris date, j'ai beaucoup d'ambassadeurs. Je suis très proche du CC Foot puisque je suis dans le monde du CC Foot. Je suis président du club de Saint-Mandé, un coprésident du club de Saint-Mandé, que j'œuvre beaucoup sur cette cause-là. Je suis assez présent avec beaucoup de fédérations du monde de l'handicap et j'ai envie et je rêve d'un monde merveilleux en Los Angeles où certains athlètes qui seraient champions olympiques de l'handicap et les autres remercieraient leur entraîneur et remercieraient Just Play de les avoir mis dans une configuration psychologique, physique, de performance qui ont fait qu'ils ont été champions olympiques. Merci beaucoup. On va bientôt inviter Kevin Boucharet pour la pause café qui va nous parler d'une autre façon de voir le handicap. Pour le mot de la fin, merci en tout cas Laurent. Pour le mot de la fin, Christian, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes justement qui sont en situation de handicap? Est-ce que vous recrutez? Est-ce qu'il faut se mettre peut-être plus au sport? Est-ce qu'il faut imaginer d'autres choses, peut-être pour ceux qui travaillent dans le même secteur d'activité que vous? Votre mot de la fin? Alors, je pense que le handicap, c'est une force pour l'entreprise au travers, que ce soit pour l'accueil des clients, parce qu'il y a une cible client énorme, etc. C'est un côté business, il ne faut pas que ce soit tabou, cette partie-là. Et pour les collaborateurs, on voit tout ce partage avec les collègues de l'entreprise. C'est une forme, ça transforme nos façons de travailler et notre vision des choses. Je laisse vraiment le vrai dernier mot de la fin, du coup, pour Virginie. Que pouvez-vous conseiller justement aux entreprises qui veulent innover, qui n'osent peut-être pas, et peut-être à tous ces DRH, ces dirigeants, ces entrepreneurs qui n'osent peut-être pas encore recruter et qui aimeraient innover justement dans l'inclusion? En fait, au-delà de recruter, je pense qu'il y a aussi un vivier de personnes en situation de handicap en entreprise et qu'il faut beaucoup, je pense, sensibiliser ses collaborateurs de par des témoignages, faire venir des intervenants, etc. Et je pense que c'est là aussi la clé pour pouvoir déceler des talents en entreprise qui sont déjà en situation de handicap. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas. Qui n'osent pas le dire. Voilà, justement par rapport à tous les clichés dont on parlait. Et oui, voilà. Donc détectons les handicapés visibles et invisibles, parce que parfois ils peuvent même être visibles et pas être détectés. Exactement. Bon, c'est le très beau message de la fin de cette première partie d'émission. On va tout de suite accueillir Kevin Boucharet pour la pause café. Alors, Kevin Boucharet, bonjour. Le handicap. Est-ce que le handicap est un sujet qui vous touche? Ça me touche personnellement parce que mon petit frère, le dernier de la fratrie, est concerné par un handicap mental qui a été détecté à 24 ans. Ah, waouh. Donc il a fait le parcours du combattant qui est assez typique en fait. Tous les parents d'enfants handicapés le savent. Entre le moment où on suspecte quelque chose, notamment lorsque c'est invisible, et le moment où ça fait l'objet d'une reconnaissance par l'administration, il peut se passer 10, 20, 40 ans parfois. J'ai eu vent de certains salariés dans mes entreprises précédentes qui ont eu leur reconnaissance de leur handicap mental à 55 ans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même considérablement compliqué et qui rend le parcours finalement d'un salarié, d'un travailleur en situation de handicap encore plus complexe parce que ça objective finalement une situation qui aurait dû faire l'objet d'adaptation et de façon d'appréhender le travail différente. Oui, alors ce qui est assez fou parce que là justement on clôturait un petit peu avec le mot de la fin sur la détection. Et finalement, l'innovation, c'est aussi apprendre, en tout cas avoir de nouveaux outils peut-être pour détecter plus tôt. En fait, il y a un chiffre qui illustre ça très bien. Moi, il m'a frappé, ce chiffre, quand je l'ai vu. 28% des Français de plus de 15 ans déclarent en 2022 une limitation fonctionnelle sévère. Donc, sont dans le champ du handicap. 28%. Wow. C'est quand même énorme. Plus d'un quart des Français qui sont concernés. On ne le sait pas, ça. Non. On pense toujours que ça concerne, mais ce n'est pas vrai du tout. Un quart, ça veut dire que oui. Un quart. Un quart des Français. Sur ces 28%, il y en a 50 qui sont dans le champ du handicap physique ou moteur, 20 qui sont dans le champ du handicap sensoriel, avec le plus souvent des troubles de l'audition ou de la vue, et 30 qui sont dans le champ du handicap mental, psychique ou cognitif. Sur ces 28% de Français de plus de 15 ans qui sont concernés, seulement 7,5% font l'objet d'une reconnaissance administrative. Wow. Et donc là, on voit bien le fossé qui sépare la réalité
de ce que ces personnes vivent et la reconnaissance nécessaire qu'on doit en faire pour pouvoir faire les adaptations. Mais comment ça se fait? Parce que en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est la personne qui est handicapée qui finalement ne l'admet pas, ne veut pas voir et ne va pas chercher cette information, ce qui peut être un déni compréhensible, on ne veut pas parfois savoir, ou est-ce que c'est aussi les institutions, les entreprises, l'employeur qui met un petit peu le problème un peu sous le tapis et qui dit qu'il le voit, mais qui ne va pas forcément inciter le collaborateur à aller chercher cette réponse? Alors pour répondre à votre question, moi j'ai fait une petite enquête avant de venir, comme d'habitude. J'ai interrogé mes collègues RH, managers, etc. Et en fait, on parle beaucoup de diversité et d'inclusion. Ça fait longtemps qu'on en parle, on aime bien. Et quand on parle de diversité et d'inclusion, on est très content de parler du genre, on est très content de parler de l'orientation sexuelle, très content de parler de la religion. Et souvent, quand on parle du handicap, on voit que les mines changent un peu, les discours sont moins assurés. Il y a même une petite gêne, même chez les professionnels RH. Et en fait, ça m'a questionné. Mais pourquoi? Et ça revient à ce que vous disiez. Il y a une forme d'inhibition dans l'acceptation de ce handicap, parce que la plupart des gens ont un regard compatissant sur ce sujet qui part d'un bon sentiment, qui se dit mais comment je dois réagir par rapport à ça, alors que finalement l'attente ne se trouve pas là. Elle se trouve dans l'adaptation pour que cette personne puisse donner son plein potentiel. C'est tout. Et donc, quand on voit le problème de cette façon, ça ne devient plus un problème, ça devient, comme vous l'avez tous dit, une opportunité. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et puis, le deuxième point, vous l'avez dit, c'est la question plus administrative. Il y a des progrès énormes qui ont été faits. Je ne voudrais pas tirer à boulet rouge sur les institutions, parce qu'il y a quand même des choses positives qui ont été faites. Mais très sincèrement, ça reste très insuffisant. Ouais. Il y a encore des services publics aujourd'hui qui sont inaccessibles aux personnes en situation de handicap moteur. Oui, en 2025, Virginie est là pour confirmer. Voilà. Je confirme. C'est quand même quelque chose de sidérant. Ouais. Juste pour prendre un peu de recul philosophique, notre contrat social, il dit que la collectivité doit mettre en commun de l'argent et de l'énergie pour faire face aux incidents de la vie et réparer des injustices. Si le handicap n'est pas la première de cette injustice, je ne sais pas à quoi ça sert un contrat social. Je pense qu'il y a quand même urgence à revoir ça. Et dans le champ des handicaps invisibles ou des handicaps mentaux, c'est encore pire. Là, pour le coup, j'ai parlé du cas de mon frère. C'est un cas majoritaire. Le diagnostic à l'école, dans l'orientation, dans l'enseignement supérieur, dans les entreprises est excessivement compliqué et se mélange à cette forme d'inhibition dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais après, concernant le handicap, alors là, on a parlé de beaucoup de sujets. Effectivement, ça fait bondir les 28%, et puis surtout de s'apercevoir que les propres institutions ne donnent pas l'exemple, en tout cas pour les entreprises. Par rapport au handicap invisible, ça c'est assez intéressant aussi parce que il y a cette question de diagnostic, il y a cette question de mise à disposition justement de bureaux à adapter ou même on va dire d'environnement adapté, mais finalement il n'y a pas que ça, parce que autant sur le handicap visible on peut comprendre par rapport à un fauteuil roulant, mais quand c'est invisible, c'est quoi effectivement qu'il faut mettre en place? Est-ce que c'est pas justement la préparation des autres personnes à l'adaptation, à la compréhension de ce que c'est que, par exemple, quelqu'un qui a un TDAH, quelqu'un qui a un autisme, et finalement l'adaptation c'est surtout de la formation et de l'information et de la sensibilisation auprès de tout le monde. Alors ça a été dit par vos invités, je voudrais vraiment confirmer ça à 100%. Effectivement, ça commence tout à fait par là. La compréhension, si vous voulez, de ce vécu subjectif qui est différent, qui est inconnu par celui qui ne le vit pas. Le meilleur moyen de le faire, c'est en effet la formation. Et pour ça, je trouve que les progrès de la réalité virtuelle, la réalité augmentée ont aidé. Parce qu'en fait, en ayant la possibilité d'accéder à un environnement virtuel qui permet de simuler finalement le vécu subjectif d'une personne en situation de handicap, qu'il s'agisse d'un handicap sensoriel, moteur ou que sais-je, on arrive à se rendre compte bien davantage et donc à se projeter encore plus. Merci beaucoup Kevin, c'est la fin de cette émission, on aurait pu en parler des heures. Merci aussi également à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Talent et Carrière sur le Figaro TV.